Bonjour Emmanuel. Bonjour Henri, voilà bien, ça fait 15 jours, 3 Oui. semaines qu'on ne s'est pas vu. Oui, il fait beau temps là. Hein. Ouais. Dès que vous étiez à la plage toute cette saison. Bien sûr, je fais que ça, oui. Bon. Je ne peux pas faire autre chose puisqu'on m'a interdit de travailler. Alors, je vous propose quand même de parler de cette chose absolument extraordinaire. Vous savez qu'il y a un ministre qui a annoncé qu'il voulait surveiller les chômeurs, et notamment surveiller potentiellement, si jamais, on ne sait pas, il y avait des chômeurs qui trichaient. Alors vous avez vu, hein, Oh, le tollé. C'est grave. Mais, alors, si maintenant on est en chômeur, on ne peut pas tricher un peu, oui, où allons-nous? où allons-nous? On ne serait plus en France. Hein. Je veux dire, bon, Alors, on voit bien que ça donc, fonctionne très bien en Italie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va on faire? a donc, non, on va parler de ça sérieusement, mais sans stigmatiser personne. Hein, pour que ce soit très clair, on n'est pas là, on ne pense pas de mal des chômeurs, on pense pas du mal de personne d'ailleurs. Nous, on pense du mal de personne. Non. Il y a beaucoup de gens qui Sauf pensent des services fiscaux. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui pensent du mal de nous, mais nous, on pense du mal Non. de personne. Bon, on pense même pas du mal des services fiscaux, ils sont juste un peu cons, c'est tout. Alors, revenons à notre histoire de chômeurs. Alors, donc, on a 5 millions de chômeurs, beaucoup, hein, 5 millions de Oui, chômeurs. oui. Oh, on pourra Bon, faire mieux dans l'avenir. mettons qu'ils soient très très honnêtes, ça mettrait qu'on pourrait avoir 10% de tricheurs. Avec 10% de tricheurs, on peut considérer que les gens sont très honnêtes. Et mon épouse a fait tomber sa carte bleue à Monoprix avant-hier. Quand elle s'en est aperçue, il n'y avait plus la carte bleue, et le lendemain, des gens ont essayé de tirer de l'argent sur la carte bleue. Oui. Donc, vous voyez, je pense que 10%, on est quand même très... voilà, hein. Donc 10%... Mais qu'est-ce qu'on appelle tricher? Eh ben, c'est-à-dire que moi je considère que prendre une carte bleue par terre et puis aller Non, mais à d'accord, banque essayer de prendre de l'argent, c'est être Non, mais malhonnête. c'est d'accord, mais C'est un vol, tout simplement. au niveau des chômeurs, qu'est-ce qu'on appelle tricher? Eh ben, tricher, c'est toucher un chômage auquel on n'a pas droit. Alors, mettons qu'il y ait 10% de chômeurs qui trichent. Admettons. Donc, si vous voulez, ça fait 50 000, quoi, hein, sur 5 millions. Alors, un chômeur qui triche, qu'est-ce que ça coûte? Mettons qu'il soit au plus bas. Je crois, j'ai des chiffres que je ne suis pas tout Oui, à il touche fait 500 sûr. euros par mois. Oh non, je pense un peu plus, je pense c'est 1000 euros. Je pense que le Ah minimum non, c'est plus 30 bas, euros par non, jour. non. Non, ça c'est le RSA. Oui, mais c'est... Non, le chômage c'est 30 euros par jour. Le minimum pour le chômage. On parle des gens qui sont au chômage. C'est des gens qui travaillent, on ne parle pas des gens qui sont au RSA parce que ça c'est une masse beaucoup plus importante. Des gens qui ont toujours droit au chômage. Oui, des gens qui ont droit au chômage, qui travaillaient et qui ont droit au chômage. Bon, on les prend au minimum. Ils ont plus en règle générale, mais on les prend au minimum. Bon, mettons 1000 euros. Mettons 1000 euros. Allez, on va passer. Puis on met 1000 euros. Ça nous fait, d'accord, 12 000 euros par an. Oui. Et sur 3 ans, ça fait 36 000 euros. Donc en 3 ans, chaque chômeur coûte 36 000 euros à la collectivité. Bon. S'il ça lui est pas dû, s'il fait une fausse déclaration, donc il vole 36 000 euros. Multiplié par 50 000, c'est ça? Peu importe ça. Oui, il vole. Parce qu'il prend 36 000 euros. Alors nous, si vous voulez, on est... Alors donc, ces personnes, mettons, j'ai aucune idée chiffre, mais mettons on considère la collectivité dans son ensemble, considère qu'il ne doit pas être sanctionné. Les syndicats face au vent, enfin la presse, tout le monde, non. Tout le monde vend debout. Il y a peut-être des tricheurs, c'est possible, mais c'est pas de leur faute, il faut leur pardonner. On ne va pas stigmatiser les chômeurs. Voilà. Il y a des tricheurs. C'est le mot à la mode, ça, stigmatiser. Ça ne peut pas être autrement qu'il y a des tricheurs. Il y a évidemment des tricheurs, mais il ne faut pas en parler. Alors maintenant, on va aller chez les gens comme nous qui travaillent, qui travaillent au chômage, qui travaillent, et eux, par contre, on les soupçonne constamment de tricher. Ben, nous, on fait partie des gens, nous, les professions libérales, les commerçants, les artisans, nous, on est des tricheurs. On est montrés comme des tricheurs. Oui. Nous sommes des tricheurs, on n'a pas découvert. Voilà. Nous sommes des tricheurs. Alors, quand on nous prend, si vous voulez, quand nous confisquons à l'État sur 3 ans 36 000 euros, hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, on ne paye pas 36 000 euros d'impôts en 3 ans. Ça revient au même que ceux qui prennent 36 000 euros au Trésor public. Nous, on ne les donne pas. Pour qu'on ne les donne pas, il faut à peu près qu'on ait dissimulé 100 000 euros, à peu près,
de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, pour qu'on dissimule 100 000 euros de chiffre d'affaires, il faut qu'on fasse un chiffre d'affaires plus important que 100 000 euros. On est bien d'accord. Donc, dissimuler, vous qui avez été dans le monde économique, dissimuler 20% de son chiffre d'affaires, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas facile. C'est pas facile. Hein, quelqu'un qui dissimule 20% de son chiffre d'affaires, c'est quand même un sacré tricheur, c'est un professionnel. Donc ça veut dire que pour dissimuler 100 000 euros de chiffre d'affaires qui arrive à faire perdre à l'État 36 000 euros, il faut avoir fait 1 500 000 de chiffre d'affaires. D'accord ? Oui, oui, oui. Donc si vous voulez, je vous suis, un artisan tricheur qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires par an, c'est important. C'est enfin de recettes, hein, c'est important. C'est un gros déjà. Oui, hein. oui, bien sûr. Donc lui, il est vilipendé, c'est vraiment l'ennemi du monde. Ah oui. Donc on a deux tricheurs. Hein. Oui, oui, oui. On a un tricheur qui a piqué dans la caisse et on a un autre tricheur qui n'a pas voulu donner à la caisse, mais sur les mêmes sommes. Il y en a un quand même donc qui pique directement et qui fait rien. On dit oui, mais c'est pas de sa faute. C'est vrai. Bon, c'est pas de sa faute. Bon, d'accord, c'est pas de sa faute. Il a eu une enfance malheureuse, sa mère était buvée, voilà. Son père le battait. Voilà. Il a vécu dans un quartier difficile. C'est pas de sa faute. Bon. Notre artisan, lui... lui, c'est pas bien. Lui, c'est pas bien, mais par contre, lui, il vole rien à la collectivité. C'est-à-dire, il veut pas donner tout ce qu'il a gagné, mais en gagnant cet argent, il a fait du chiffre d'affaires, il a fait travailler du monde, il a été actif, il a été dans un domaine actif où il a apporté beaucoup de choses et où la privation de ce qu'il fait au Trésor public est beaucoup moins importante parce que elle est compensée par un travail conséquent qui va amener du travail à beaucoup de gens. Et puis parce qu'on a vu que c'est un chiffre d'affaires. Il dépense en théorie ce qu'il met de côté. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas comparable. Il y en a un, si un devait être excusé, en admettant qu'on était excusé un tricheur. C'est pas notre cas, parce que nous, au fond, on n'a jamais triché. Donc mais puisque le sujet vient sur la table, si on avait excusé un tricheur, il faudrait excuser quand même celui qui fait le moins de dégâts à la collectivité. Oui. C'est-à-dire celui qui, effectivement, paye pas tout à fait ce qu'il devrait, mais qui a créé les richesses. Ces richesses ont contenu du monde. Ça fait, donc tout ça, ça se calcule. Donc finalement, et en plus, quand on lui prélève cet argent, c'est même pas sûr que ça ait un intérêt. Parce que cet argent qu'on prélève, on ne sait pas ce qu'on en fait, tandis que lui, de toute façon, s'il ne l'a pas donné, il continue à en faire quelque chose, il continue à se développer, il continue à grossir, etc. Donc il n'y a pas photo. Raisonnablement, un des deux tricheurs est moins néfaste à la collectivité que l'autre. Eh bien, tout à fait paradoxalement, c'est celui qui est le plus néfaste, c'est celui qui est le plus néfaste, pour lequel tout le monde se dresse pour le défendre. Oui, mais parce que il est faible ce garçon-là qui triche, qui... Voilà. Et l'autre, il est faible. Il est faible, l'autre c'est un méchant. Moi je pense que le type qui triche, il n'est jamais faible. Parce que pour tricher, déjà, il faut non, mais il n'y a pas photo, Henri, il n'y a pas photo. Non, mais ce que je voulais dire, on est bien d'accord, il n'y a pas photo. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a une inversion des valeurs et de la pensée dans notre système. Et cette inversion, c'est-à-dire que l'intelligence collective est en train de fonctionner à l'envers. Mais pour tous les sujets. On prend un autre sujet que je ne connais absolument pas, dans lequel donc je ne prends pas parti, mais j'observe. L'Ukraine. Alors l'Ukraine, moi je ne sais pas ce qui se passe en Ukraine, mais je constate de l'extérieur qu'il y a une partie de l'Ukraine qui voudrait rejoindre l'Europe et une partie de l'Ukraine qui voudrait rejoindre la Russie. Ça paraît évident. Je pense que c'est quelque chose qui est réel. Et on veut absolument les mettre ensemble. Mais des pays comme ça n'a jamais été une frontière ça n'a jamais été un site qui fait un ensemble de gens. C'est une pensée qui fait un ensemble de gens. Sur un même site, vous mettez des gens qui ne pensent pas pareil, ça ne va pas. Vous le voyez entre Gaza et Israël, vous le voyez en Belgique. Alors, entre Gaza et Israël, évidemment, c'est la violence terrible, c'est complètement au plus... En Belgique, pire. Entre les Flamands et les Wallons. En Belgique, c'est pareil, sauf que c'est en temps de paix, mais ils ne s'entendent pas. Et il faut absolument qu'on les laisse dans ces... Bon. Et alors, en Ukraine, c'est pareil. Mais actuellement, on est en train d'humilier la Russie. Je pense qu'on va y arriver, parce qu'on est plus puissant économiquement que la Russie. Mais c'est pas la première fois qu'on humilie un pays. Quand on a humilié les Allemands, on était plus puissants qu'eux aussi, parce qu'on avait gagné la 14, etc. Mais on les a humiliés, ça a fini. Alors, après, ça s'est arrangé, mais enfin, au passage, ça a quand même fait des sacrés dégâts. Bon, alors là, c'est pareil. Je comprends pas. Enfin, c'est des choses que je comprends pas. Donc, j'ai l'impression que là aussi, la pensée est inversée. Alors,
on va prendre encore un autre exemple. Mon voisin s'est fait saucissonner. Donc mon voisin, son épouse va donner à manger au chat le soir, et puis pof, 2 mecs rentrent, il les saucissonne, il les tarabuste, il les tabasse pendant toute la nuit, bon, puis foutent le camp. Bien. Jamais trouvé ça, il y a déjà 1 an, un peu plus, on n'a jamais trouvé le mec, jamais rien, très bien. Bon, qu'est-ce qui se passe? La police dit, essayez de ne pas sortir dans votre jardin la nuit. Ils n'envisagent pas d'éliminer les saucissonneurs. Non. Ça, c'est pas possible. Hein, bon. Parce que dans le fond, le mec qui saucissonne, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Donc, il n'a pas les moyens intellectuels de monter une usine de saucissons, de saucissonner les voisins. Bon. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Bon. Alors, ce qui fait que... Et en plus, à mon avis, il est peut-être aux acédiques, enfin, depuis acédique, il est peut-être à Pôle emploi. C'est possible. Non, alors, non, ça, il ne faut pas dire les choses comme ça. Alors, mais dans cette logique, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? On va dire, on va conseiller de plus en plus aux gens de ne pas sortir dans leur jardin le soir. De se barricader, quoi, de se barricader. Vous ne sortez pas au jardin le soir. Mais les gens vont continuer à sortir dans le jardin le soir, donc ils vont de plus en plus se faire saucissonner. Donc à un moment donné, il y a un homme de l'État qui va dire, bon, écoutez, là, il faut arrêter, parce que cette histoire de saucissonnage, c'est insupportable, donc vous avez interdiction de sortir dans votre jardin le soir. Ouais. Si vous sortez dans votre jardin, vous allez avoir un PV. Oui, absolument. Et si vous sortez plusieurs fois, on va vous incarcérer. On va être obligé de vous incarcérer parce que vous n'êtes pas raisonnable. Enfin, on vous dit de ne pas sortir dans votre jardin. Vous êtes hors la loi, de toute façon. Vous êtes hors la loi, parce qu'il y a des saucissonneurs qu'on ne peut pas arrêter. Donc vous, mais ça se passe, puisque il y a une dame très importante, un sénateur, qui veut aller à la présidence du Sénat, qui nous a dit, attendez, ça va très très mal au Moyen-Orient, vous allez être obligé de restreindre vos libertés. C'est-à-dire, ça va très très mal au Moyen-Orient, et c'est nous qui allons être obligés de restreindre nos libertés. La lutte terrible que nous allons devoir engager contre le terrorisme du Liban, du Moyen-Orient, a de telles conséquences que nous serons probablement, vous serez obligés d'y perdre vos libertés. Alors là, quand même, ça me la coupe. Donc, si vous voulez, voilà des extrémistes religieux qu'on a reçus. Enfin, il ne faut pas oublier. Il y en a même encore qui sont là. L'ayatollah Khomeini, il était chez nous. Hein. Enfin, tous ces gens, on les a reçus poliment, gentiment. Ils font des trucs qu'on trouve un petit peu bizarres. Ce truc qui donne un petit peu bizarre prenne une ampleur un petit peu exceptionnelle. Et on nous dit, ah ben là, écoutez, excusez-nous, on va être obligé de taper dans vos libertés parce que là, quand même, on n'a rien fait, non. Moi, j'ai pas plus fait que mon voisin, à qui on va peut-être demain mettre en prison parce qu'il va dans son jardin. Donc, si vous voulez, alors, il y a donc une inversion de la pensée. Et cette inversion de la pensée collective, alors, d'où ça vient? Comment ça se fait? Alors, moi, j'ai ma petite explication. Ouais. Ma petite explication, c'est que on ne regarde pas les choses en face, c'est-à-dire qu'on met constamment la poussière sous le tapis, c'est-à-dire on dit nous, on va s'occuper de l'économie, vous allez voir, donnez-nous votre pognon, et puis vous inquiétez pas, on va rendre tout le monde égaux, on va faire manger tout le monde, on soignera tout le monde, vous pourrez dormir tranquille, etc. Donc on évacue l'économie, et nous, les politiques, on s'en occupe, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et on l'a vu. Et par ce biais-là, on génère une inversion de la réalité qui finit par s'attaquer à tous les détails et qui finit par nous mettre une vie complètement à l'envers. On se retrouve quasiment sous le stalinisme où c'était les politiques qui s'occupaient de l'économie. On se retrouve avec l'ambassadeur de Chine. On a vu ce que ça donnait. Hein, on se retrouve avec l'ambassadeur de Chine qui vient en France, qui assiste à un colloque sur tous les sites à l'heure actuelle, du patronat, et qui dit aux mecs en rigolant, mais vous êtes des vrais abrutis, nous en Chine, c'est nos entrepreneurs qu'on flatte. Vous faites l'inverse, nous 35 heures, mais vous rigolez, mais il n'en est pas question. Nous on travaille, et nous on respecte les entrepreneurs, et nous on respecte l'économie. Donc c'est les Chinois qui sont communistes, ont eu des millions de morts, et comment il finit? Le type il dit, ben oui c'est, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, Chu Chongqing, je ne sais pas quoi, là, qui a... Et oui, et ben il a mis ça en place après Mao parce qu'il avait fait ses études en France. Et si Mao avait fait ses études en France, il aurait fait pareil. Malheureusement, il avait été faire ses études en Russie. Donc, mais nos dirigeants, ils font pas leurs études en France, non? Et oui, mais non, ils doivent aller les faire en Chine. Enfin, je sais pas. Bon, donc si vous voulez, on a cette inversion. Elle est grave parce que je ne pense pas qu'elle pourra naturellement être contrée par la raison. Je pense que malheureusement, elle ne sera
éradiquer cette inversion que de par la pensée violence. que par la violence. Ouais, absolument, C'est là ouais. que le problème. C'est certain. Alors voilà, donc c'est un peu décevant. Ah, Alors, vous êtes déçu. oui, mais non, c'est décevant parce que on est là et puis on n'a pas l'air normal. Alors on est pris en sandwich, on se dit ouais, vous êtes populiste, Le Penisme, mais Le Pen est encore pire dans cette dimension de l'inversion de la réalité. Alors vous êtes néolibéral, alors là c'est l'insulte suprême. Donc si vous voulez, on ne sait plus quoi dire, on ne peut pas en parler, on est coincé dans un coin avec une bande de fous furieux qui veut nous assassiner. Ouais. Et donc nous, si vous voulez, moi je suis chômeur. Enfin, moi, l'État m'a mis au chômage. Je peux pas, là aujourd'hui, comme j'en parle, je peux pas travailler. Vous pouvez pas travailler. Moi, j'ai encore l'âge de travailler, mais enfin, ça fait 10 ans que je suis arrêté, alors que j'aurais dû travailler, et on m'a empêché de travailler, on m'a transformé en chômeur, et je suis même pas respecté. Et évidemment, j'ai pas de droit au chômage, j'ai aucun droit. Mais en plus, je suis pas respecté, mais je suis. C'est pire que ça, quoi. Je suis montré du doigt. Nous sommes des milliers comme ça. Et les chiffres à la main, on voit que c'est l'inverse. Et tout d'un coup, alors on avait l'impression que c'était dirigé vers nous, on avait l'impression que ça nous culpabilisait. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que non, c'est une vraie pensée parce que les autres tricheurs, ils sont absous de tout d'avance. Et on ne parle pas des tricheurs de la Sécu. Oui. Oui. Là, on a juste effleuré le problème du chômage. Ouais. Parce que la Sécu, c'est coquet aussi. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est vraiment prégnant. Hein. C'est prégnant, c'est très très difficile à vivre. Franchement, c'est difficile à vivre. Bon, voilà. Oui, surtout qu'on ne sait pas où on va aller, puisque de toute façon, c'est de pire en pire. Et les solutions qu'il nous avancent tous les jours, parce qu'il y a 3-4 solutions par jour qui arrivent, hein, c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on dépense pour les gens qui ne font rien. Non, mais c'est un peu ça. Hein. Je crois pas que c'est ça. Je crois que enfin, je pense pas que la volonté de se dépenser pour les gens qui font rien. Je pense que le problème, c'est que quelque part, il y a un défaut qui s'est mis dans la pensée et ça fonctionne à l'envers. Point. Donc quand les types ont besoin de réfléchir, on leur rentre un problème, pof, ils le sortent avec cette. C'est un peu comme mon imprimante quand il y a, je sais pas moi, une cochonnerie sur la glace. Hein. Il y a une petite, je sais pas quoi, qui est tombée sur la glace. Toutes les photocopies, bing, 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 elles sortent avec le petit machin. Bon, et là, c'est pareil. On a l'impression que dès que les gens réfléchissent, pof, ça sort avec ce défaut de cette inversion complète des réalités. Alors, j'ai amené un livre dont je vous ai déjà parlé. Oui. J'ai amené 2 livres dont j'ai déjà parlé et qui sont, à mon avis, une bonne explication pour comprendre. C'est 2 livres de François Mitterrand. Donc, il y en a un qui s'appelle Le coup d'État permanent. C'est un livre absolument passionnant. Cet homme est d'une intelligence absolument remarquable. C'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Et dans ce livre, je pense que Mitterrand fait la démonstration qu'il est un vrai démocrate et qu'il est un homme tolérant. Je pense que c'est un homme de grande qualité. Mais à aucun moment, c'est un livre politique, à aucun moment, il ne parle de la place de l'économie et on comprend que pour lui, l'économie n'a pas de place. Pour lui, c'est pas important. Et je pense que c'est à partir de là que ça se passe. Ça se passe à partir de là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper de la chose publique en sous-estimant la liberté que l'on doit accorder à l'économie. Et pour lui, la liberté économique, ça n'existe pas. L'économie doit, pour lui, elle n'existe pas. Elle doit obéir aux politiques. Elle doit se soumettre aux nécessités de la politique. Oui, oui. Or, les nécessités de la politique, évidemment, elles sont toujours très altruistes, ce qui est assez normal. Hein. Et donc, ces nécessités altruistes s'imposant, l'économie n'a plus sa place et l'économie meurt et on arrive à l'inversion de la pensée. Et alors ici, on a un deuxième livre qui est... Alors ça, il est écrit en 1964. Hein, c'est très très intéressant. Moi, je vous conseille de le lire parce que moi, j'ai vécu cette période. J'étais là. Et si vous voulez, c'est tout ce qui est écrit est vrai. Voilà, c'est absolument extraordinaire. Et ça s'appelle Mémoire interrompue, toujours Mitterrand. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est Mitterrand à la fin. Et Mitterrand qui, je pense, prend conscience que son système est un fiasco, parce qu'il est assez intelligent pour ça, il prend conscience d'où est venue l'erreur, et il prend conscience qu'il va être attaqué ailleurs. Il prend conscience que, à cause du fiasco, il sera attaqué, et il pense qu'il va être attaqué sur la période de la guerre de 40, dans laquelle il a été apparemment
dans une situation ambiguë, alors qu'intellectuellement, j'ai l'impression que non. Parce que je pense pas. Mais dans l'apparence, son souhait d'accéder au pouvoir pour y faire des choses qui, je pense, étaient sincères, l'a mis dans une situation où, effectivement, il est certainement apparu pour beaucoup avec des fréquentations dans une fréquentation, vous serrez la main à un tel, bon, on apprend après que c'est un escroc, tout le monde va dire, bah oui, si vous avez serré la main à un escroc, c'est que vous-même étiez un escroc. Bon, voilà. Donc, il a tellement peur de ça, je pense que dans la fin de sa vie, il fait ce livre qui est, alors là, celui-là, sans intérêt. Voilà. Parce que ça veut dire, mais vraiment complètement sans intérêt. Parce que ça veut dire que pour que ce livre ait un intérêt, il faudrait que l'on soit intéressé par la vie de cet homme jeune et les contraintes de la guerre et les ambiguïtés qu'il peut y avoir. Or, c'est pas intéressant du tout, c'est pas la partie la plus essentielle de sa vie. Donc, il n'a fait un livre là-dessus que, à mon avis, parce qu'il a craint d'être critiqué à cet endroit-là, parce qu'il savait qu'il serait critiqué, parce qu'il savait que sa politique socialiste était un échec. Je pense qu'à voir la fin de sa vie, il s'en est rendu compte. Alors, moi, je vous ai fait une surprise, Henri. Ah. Donc, c'est un jeu. Je vous ai apporté un jeu qui est un peu comme le jeu de loi. Non, le jeu de loi. Et j'ai appelé ça le jeu de l'entrepreneur. Et c'est un jeu que j'ai fabriqué. Oui, en 2005. Donc, 2005, ce qu'il faut savoir, c'est que je sortais de mon 3e contrôle fiscal. J'ai eu 3 contrôles fiscaux en 8 ans. J'ai eu je ne sais pas combien de contrôles d'URSSAF. Et je savais que ma fin était proche. Hein, j'avais des redressements abusifs faramineux. Et donc, j'étais dans une période tout le monde travaillait en fin de compte pour se mettre en conformité. Vous connaissez ça, hein, je veux dire, avec les services fiscaux, c'est sans arrêt qu'il faut écrire, etc. Mon comptable était... Bon, donc, j'ai été un peu fatigué, j'en pouvais plus, et j'ai donc fait ce jeu, qui est le jeu de l'entrepreneur. Bon, alors j'étais dans une phase un peu dépressive. La banque rejette vos chèques, reculez de cette case. Ah ben voilà. C'est très rigolo. C'est rigolo, hein. Les fournisseurs vous relancent. Oui. Mise en demeure de l'URSSAF. Ah bon, et alors on peut gagner ou on perd toujours? Ah, on peut gagner, mais si on gagne, vous êtes là, attendez, comment ça se passe? On part dans quel 70, sens? Vous vous expatriez. Ah, si on gagne, on s'expatrie. Oui. Et oui, c'était en 2005, hein. Et comment ça se fait que vous ne l'ayez pas vendu, cette chose? Mais c'est vachement bien. Ça n'intéressait personne. Hein. Comment ça intéresse personne? Ça n'intéressait personne à l'époque, parce que c'était pas d'actualité au niveau des entrepreneurs. Bon, tapez là, on s'associe, on va devenir milliardaire. Non, mais c'est vachement bien. C'est joli en plus, les couleurs sont joli, hein. Bon, personne ne veut sauver votre entreprise, vous retrouvez le sommeil, vous perdez le sommeil. C'est très joli. Hein. Vous voyez comme c'est joli? C'est franchement joli. Et alors, on joue avec un dé et puis des petites figurines comme le jeu de loi. Ah oui, mais alors, on a des billets, on n'a pas de... Ah non, c'est le jeu de loi, c'est pas un Monopoly. Hein. Ah, c'est le jeu de loi. Voilà, tac. Donc alors, on n'arrête pas de reculer, et finalement, il y en a un qui arrive. Oui, ça dépend si vous tombez sur les mauvaises cases, par exemple. Vous essayez de recruter votre personnel malgré les acédiques. Parce que c'est très difficile à l'époque. Hein. Bon. Donc vous reculez de 4-4. Bon. Après, il y a plein. Ici, le stress est là, reculé. La banque rejette vos chèques, reculez de cette case. Voilà. Tous les sentiments, même justifiés. Votre chiffre d'affaires descend. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand votre chiffre d'affaires descend? Continuez, 47. Vous élaborez une nouvelle stratégie. Oui. Hein, puisque, mais la banque... dans le rouge. Mais quelle est la conséquence? Mon pion tombe sur le rouge, qu'est-ce qui se passe? Rien pour l'instant, vous reculez pas, vous continuez. Ah, je recule pas. Non. Là, si par exemple vous tombez sur prison, mise en examen, prison, là vous avez perdu, c'est terminé, ça s'arrête. Donc c'est la case à éviter. Hein. Mais tout le reste, au fini... Vous cessez ce combat inégal, vous n'arrêtez pas. Ouais, vous avez quand même encore un peu de travail là-dessus. Il va falloir, c'est vachement bien, mais il va falloir quand même faire des règles qui soit un peu plus sophistiqué que juste s'arrêter et puis continuer. Ça, c'est pas possible. À ce moment-là, c'est le Monopoly. Ça, c'est le jeu de loi. Vous avez déjà joué au jeu de loi. Oui. Quand vous tombez sur les mauvaises cases, enfin bref, on va pas perdre. Donc voilà, c'était ce jeu en 2005, quand j'en avais vraiment marre moi, ça me plaît, de tout ça. Et je savais que mon entreprise était morte puisque j'étais ligoté par le fisc. Ah, ça, c'est la règle du jeu. Ouais, c'est la règle du jeu. La règle du jeu.
avec un dé, chaque joueur est représenté par une figurine. Si vous tombez... Ah ben si quand même. Oui, il y a une règle que je vous dis. Si vous tombez sur les cases 6, 17, la règle 3, du jeu de loi. 39, vous rejouez une fois. Tenez. Si vous tombez sur les cases 5, 19, vous reculez d'autant de cases que le chiffre inscrit dans ces cases. Si vous tombez sur la case 18, vous retournez directement à la case 4. Si vous tombez sur la case... Alors, vous voyez... Tenez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Les contrôles fiscaux, quand même, ça déménage. Hein. Tenez. Parce que, regardez... Vous serez mini. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, moi, je veux être un mec. Il n'y a pas de mec? Si, il y a celui-là, alors. Bon, alors, je suis celui-là. Bon, moi, ça me dérange. Moi, je vais être loi. Alors, on démarre ici. Vous avez un projet. Oui, voilà. Bon, jouez. Alors. On va pas jouer jusqu'au bout, hein, parce que... 6. 6. Ah, c'est fort, mal. ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, vous fait votre entreprise, déjà vous recevez les formulaires GRIS, GARP, IRGIS, caisse de retraite. Ça commence. Alors là, mais je ne suis pas embêté, par contre. Non, non, pour l'instant, vous n'êtes pas embêté. Enfin, donc, on continue comme ça. Oui, j'ai compris. Et... Ah non, mais c'est très bien. Écoutez, alors là, parmi les milliers, les dizaines de milliers de gens qui ne nous regardent pas, il y a peut-être un développeur de jeu, donc, qui ne sera jamais, évidemment, puisqu'il ne nous regarde pas. Mais c'est dommage, parce que là, alors, ça, c'est un bon truc. Ça me plaît beaucoup, ça. Ah, ça, il faudrait vendre ça dans les centres Leclerc, dans les machins, non, mais les Intermarchés. à l'heure actuelle, ça peut intéresser. À l'époque, non, puisque il n'y avait pas toute cette politique. C'est génial. Voilà. Ah, c'est beau comme tout. Bravo. Félicitations. Alors, on est associés, c'est ça? Bien sûr, on est associés surtout, Henri. Formidable. Bien, et bien, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir.